Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, les réseaux sociaux, réagissez, likez, commentez, puis vous allez pouvoir revoir tous vos programmes sur notre page YouTube. Ce soir, plusieurs axes d'actualité, mais notamment essayer de comprendre les appels, les messages, les discours transmis par le pouvoir algérien, notamment au sein de ces médias, concernant plusieurs actualités, à commencer par l'actualité française, notamment dominée par celle du ministre de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, qui, pour le pouvoir algérien notamment, vient de se prendre une claque, puisque la justice française a rejeté notamment l'expulsion de Monsieur Doualem, influenceur, puisque la justice française fait la différence notamment entre l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire national français et bien sûr l'expulsion. Ce sont deux choses différentes. Donc il faudra que cet influenceur passe devant la justice. Monsieur Retailleau a notamment 3 mois pour faire appel. Mais voilà, derrière ça, les médias algériens s'en réjouissent, mais ils oublient peut-être, c'est une question qu'on se pose ce soir, qu'en France, effectivement, il y a une justice, il y a une séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un ministre ou un président de la République qui donne les règles et qui donne le ton, comme à l'inverse a pu le faire Abdelmadjid Tebboune il n'y a pas si longtemps que ça, notamment en violant parfois donc la présomption d'innocence. Donc on essaiera de comprendre ces messages. On parlera aussi de cette réaction, de cette sortie d'Abdelmadjid Tebboune concernant notamment le nettoyage ethnique de Donald Trump, un président algérien qui est resté assez timide, silencieux, discret, qui a manqué vraiment de force dans sa réponse. On se posera aussi cette question, y a-t-il derrière ça une instrumentalisation de la cause, des causes notamment celle de la Palestine, et puis aussi le NTV qui chaque soir notamment revient sur des actualités importantes pour certains pays, comme par exemple le Maroc. Dernièrement, on a vu quelques reportages sur des pénuries d'eau, encore des problèmes notamment autour de la médecine. On essaiera de comprendre pourquoi aussi d'un côté il y a ces reportages, mais de l'autre, lorsqu'on voit ce qui se passe en Algérie, il y a un silence total, notamment par exemple autour des manifestations. Pas plus tard qu'hier, les Marocains ont le droit à la manifestation, se sont réunis pour soutenir le peuple palestinien, alors qu'on rappelle tout de même que le Maroc a reconnu l'État d'Israël. Voilà, plusieurs questions. Nous reviendrons aussi sur une actualité qui a dominé aussi cette semaine, mais qui touche aussi cette manière de communiquer. L'Algérie, pays unificateur, Abdelmadjid Tebboune notamment porte-parole de l'Afrique, avec un pays, selon les médias algériens et selon la revue El Djish, un pays qui n'a des problèmes avec personne, alors qu'en termes de diplomatie, c'est tout de même un pays qui s'est énormément isolé, et qui a pas mal de difficultés en termes de stabilité avec notamment par exemple le Mali, la France, l'Espagne, la Mauritanie. On a vu le Maroc bien évidemment, on a plusieurs exemples comme ça à citer encore ce soir. En tout cas, nos invités vont parler avec nous, le docteur en économie, analyste politique, écrivain Hassan Hiresh. Slimane Azem, blessure et résilience, la une de votre livre, voilà, va s'afficher à l'écran. Donc, chez l'Harmattan, espace littéraire, Slimane Azem, blessure et résilience. D'ailleurs, Slimane Azem, qui tout au long de son œuvre, de son parcours artistique, a écrit d'abord l'amour, la poésie, la résilience, mais aussi l'exil, mais aussi sur la révolution, sur les libertés. Docteur Hiresh, bonsoir. Bonsoir Chaval, merci de m'accueillir sur votre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à vos invités que je vais découvrir. Et vous avez raison de souligner l'œuvre de Slimane Azem parce qu'il parle de tous les problèmes que vous venez de citer, à savoir justement la géopolitique, à savoir justement la différence entre la politique interne et la politique externe, les politiques de façade, les réalités économiques, politiques, géopolitiques, ainsi de suite. Il a même parlé du climat il y a 70 ans et il avait dit que justement, étant donné l'activité humaine, on arrivera à un jour où on ne distinguera plus l'été de l'hiver et on y est. Tout ce qu'il a prévu, il avait prévu aussi, bien avant Alain Peyrefitte, l'émergence de la Chine comme étant la puissance sur laquelle il faut compter.
et il disait Zik der Rust américain, chinois. Donc il parlait de l'Amérique, de l'URSS et puis de la Chine. Il disait que ça allait devenir une grande puissance sur laquelle il faut compter. Eh bien, tout ce qu'il a prédit, on y est. Alors, je peux multiplier évidemment énormément d'exemples comme ça. C'est un géopoliticien, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé sur l'anthropologie, la sociologie, la psychologie sociale. Et il a parlé de tous les mots de société. C'est un très bon critique. Et puis, il est à la fois Jean de La Fontaine, pour que les francophones pour lesquels on s'adresse là à cette émission, c'est à la fois un mélange de Jean de La Fontaine, de Victor Hugo et de Molière, parce qu'il a aussi une critique sarcastique sur la société, et je crois que c'est un grand monsieur que tous les Algériens devraient découvrir, et le pouvoir algérien devrait introduire son œuvre à l'école et à l'université. Merci, docteur Herache, pour ces quelques mots d'introduction autour notamment de Slimane Azem. Il n'est pas le seul à avoir notamment écrit et revendiqué une Algérie libre et digne. Oui, et pour vous accompagner. Mais il aimait beaucoup l'Algérie, bien évidemment. Pour vous accompagner, être avec sa présence ce soir, Youssef Amal Khodja, bonsoir, plaisir de vous recevoir. Bonsoir Chalan, bonsoir à toute l'équipe Al-Maghribia et aux téléspectateurs algériens où qu'ils soient. Une petite pensée aux détenus d'opinion et politique en Algérie. Effectivement, il est important, et puis on va y revenir en termes de liberté, puisqu'il s'agit aussi aujourd'hui de séparation des pouvoirs, de justice. Je vous le disais, avec des messages annoncé, communiqué notamment par la presse algérienne. On va regarder ici donc nos confrères de la NTV qui reviennent bien évidemment sur Bruno Retailleau, désavoué, comme le dit nos confrères du Monde, sur une expulsion. On écoute le NTV, si je ne me trompe pas, et on se retrouve tout de suite après. موجعة تلقاها اليمين المتطرف الفرنسي عقب إلغاء المحكمة الإدارية في مولا قرار الترحيل الإجباري للمؤثر الجزائري الملقب بدولاما، قرار ينتصر للإنسانية والحق ويعمق انتكاسات اليمين المتطرف وفشله في فرض أجندته العنصرية التي تقوم على الدفع بسياسات ترحيل المهاجرين والمقيمين بفرنسا مهما كان الثمن، ودون مراعاة لأدنى حقوقهم القانونية والإنسانية. المؤثر الجزائري سيتمكن من مغادرة مركز الاحتجاز الإداري حيث كان محتجزا بعد أن أمر القاضي السلطة الإدارية بإعادة دراسة وضع المعني في مدة 3 أشهر ومنحه تصريح إقامة مؤقت خلال فترة المراجعة وفقا لبيان المحكمة الإدارية في مولا. ويمثل هذا التطور الجديد في قضية المؤثر ضربة قاسية لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي لا يفوت أي فرصة للمطالبة بالطرد التعسفي للمهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي تحت ذرائع مختلفة. Voilà, donc vous l'avez vu, il s'agit de l'influenceur surnommé Doualem, donc monsieur c'est Boualem Naman, qu'on ne présente plus maintenant. Nous allons plutôt nous intéresser ce soir, donc vous l'avez vu ici, le NTV qui revient sur ce reportage en annonçant la claque et la gifle que se prend notamment le ministre de l'Intérieur, mais n'oublions pas que les Algériens se battent. Je vais commencer par vous, docteur Herache. Les Algériens se battent dans ce sens d'avoir justement une justice, une séparation des pouvoirs. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs s'en prend vraiment aussi à la justice et au droit en France. Il a le droit. Mais en tout cas, la réponse est là. Comment vous analysez cette sortie médiatique et ces réactions aujourd'hui, notamment du côté du pouvoir algérien qui se réjouit de cette décision qui va quelque part dans son sens, parce qu'on rappelle que cet influenceur avait été refusé à Alger, alors que c'est un influenceur qui soutient le pouvoir algérien. Peut-être que si ça avait été un autre influenceur qui est dans un autre sens, mais bon, là on pourrait spéculer longtemps. Mais avoir votre analyse dans ce sens, docteur Herache. Oui, tout à fait. C'est un certain nombre d'éléments qui se sont succédés.
Et en fait, dans cette question, il y a plusieurs questions derrière. La première chose, c'est qu'effectivement, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, était dans une position un peu à la manière de Donald Trump. C'est-à-dire, il a vu le succès de Donald Trump avec l'outrance, l'arrogance, les fake news, les insultes, la guerre menée contre les immigrés, contre un certain nombre de communautés à l'intérieur de l'Amérique, etc. Et on a vu effectivement qu'il a fini par gagner les élections. Donc Bruno Retailleau, il n'est pas le seul, fait partie de ceux qui croient justement que cette méthode est payante, et donc il a commencé à l'introduire en France dans le cadre des élections qui se présentent bientôt en 2027. Et on sait très bien qu'il fait partie de ceux qui envisagent de se présenter aux élections présidentielles. Donc, mais mal lui en a pris, puisque dès le premier pas, il a pris une gifle. Effectivement, c'est une gifle. Donc, que l'Algérie se réjouisse, c'est tout à fait de bonne guerre, parce qu'effectivement, il n'a pas pris compte du droit, il n'a pas pris compte de la justice française. Pour un ministre de l'Intérieur, c'est quand même un peu gros de violer ses propres lois. Et donc, on assiste évidemment à une situation totalement burlesque où il a reçu des leçons à la fois justement de ce jeune dit influenceur. Je ne sais pas qui il influence, en réalité il n'influence personne, hein, et je ne crois pas d'ailleurs qu'il rende service à l'Algérie, parce que j'ai vu quelques extraits de son langage. C'est complètement délirant, c'est quelqu'un qui n'a aucune espèce d'idée des relations internationales, des relations bilatérales, ni de l'intérêt de l'immigration, ni de l'intérêt de l'Algérie. Bon, c'est quelqu'un qui a voulu exprimer son narcissisme pour pouvoir exister, et donc il utilise un langage violent pour pouvoir affirmer. On rappelle, c'est un soutien. On rappelle, c'est aussi un soutien en tout cas, il avait appelé à s'en prendre aux militants qui militent contre le pouvoir Tebboune. Mais par rapport à la position alors, merci de nous avoir apporté un peu ces quelques éléments de contexte hein, sur Retailleau, mais du côté de l'autre côté de la Méditerranée, aujourd'hui, le pouvoir algérien s'en réjouit puisqu'ils se sont exprimés via aussi leurs médias, alors que pour aller droit au but dans la question, les Algériens aimeraient voir ça demain, avoir des médias vraiment oui, qui... Je voulais terminer justement par ça, parce qu'il faut se rappeler que effectivement la justice algérienne n'est pas totalement indépendante, mais il se trouve qu'il y a des juges quand même qui essayent de garder le cap et de faire dire le droit. Moi, je me souviens au moins de deux exemples. Deux juges, une juge à Annaba et un ou une juge à Oran, qui avaient donné raison à des manifestants algériens qui arboraient le drapeau amazigh, qui ont été arrêtés, malmenés, emprisonnés, mis en dépôt, ainsi de suite. Et les deux juges, aussi bien à Oran qu'à Annaba, non seulement leur ont rendu leur liberté, mais aussi ont enjoint qu'on leur rende leur drapeau. Donc il y a eu aussi un précédent chez nous. Je crois que ce sont des leçons qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il y en a d'autres exemples, beaucoup même plus importants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la justice algérienne devrait aussi travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire s'intéresser au droit, non pas à l'influence des politiques qui, eux, malheureusement, piétinent le droit et comment dire, la présomption d'innocence plusieurs fois, s'attaquent même à des personnes alors qu'ils sont en prison en attente de jugement. Donc violent encore une fois à la fois le droit algérien, à la fois le droit de présomption d'innocence. Et donc c'est une leçon des deux côtés, a fortiori, effectivement, beaucoup plus chez nous, où on sait très bien que malheureusement, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est que
les journalistes, les juges, les procureurs agissent très souvent dans le cadre du dogme politique ou du dogme religieux qui est justement le cadre malheureusement du pouvoir algérien depuis l'indépendance. Merci Youssef Amal Hodja, pareillement, pour aller droit au but. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est aussi un peu de façon de faire. On a ici le LNTV qui revient sur une actualité, qui parle aussi énormément de la politique. On écoutera un extrait tout à l'heure de la politique gauche-droite en France. Des médias qui ont beaucoup de mal aussi à couvrir réellement ce qui se passe dans la politique algérienne. Avoir votre réaction sur cette réjouissance de ce ministre de l'Intérieur français qui se prend qui se prend un revers d'un état de droit, puisque la France reste un état de droit où la justice est indépendante. C'est une réjouissance que je ne comprends pas, parce qu'elle est mal placée déjà. Le fait que l'Algérie a refusé à son propre citoyen le retour au pays, lui-même qui défendait un pays pratiquement parfait à ses yeux, parce qu'il avait même appelé à assassiner un militant du Hirak, un jeune poète, Mohamed Tajaddid, et tiré dans le tas des manifestants du Hirak. Donc voilà un larbin du régime qui se voit refuser l'entrée en Algérie. C'est-à-dire, on devrait normalement, l'Algérie, la première réaction, si elle voulait vraiment prendre des décisions souveraines et indépendamment de la propagande qu'elle jette la poudre aux yeux vis-à-vis du peuple algérien, c'est que la première décision, s'il y avait vraiment ce qu'on appelle le NIF, c'est d'accepter de recevoir des personnes, soi-disant des personnalités qui sont devenues des personnalités qui défendent l'Algérie contre la France. Donc ce monsieur, dès qu'il a publié cette vidéo, nous avons en tant que hirakistes et en tant que membres du Hirak et responsables de plusieurs groupes du Hirak, nous avons été contactés par Mohamed Tajaddid et nous avons fait le nécessaire ici en France pour que cette personne soit entendue par la justice. Parce que cette personne est résidente en France, donc elle est elle doit respecter la loi française, comme nous la respectons tous ici. Même si, par exemple, je parle de ma personne, je suis contre le gouvernement français et j'ai déjà fait des pamphlets entiers contre la Macronie, mais je reste dans ma liberté d'expression et dans la légalité. Cependant, cette personne a appelé à la violence contre des personnes, et notamment Mohamed Tajaddid, que je salue, dont je salue le courage et la maturité d'une jeunesse qui donne beaucoup d'espoir à tous les Algériens. Ça, c'est un point. Je crois que ça serait trop donner d'importance à cette affaire. Vous l'avez bien dit que les pouvoirs et les contre-pouvoirs s'appliquent ici en France dans un état de droit. C'est-à-dire que honnêtement, moi j'aimerais bien voir par exemple que M. Sansal soit jugé d'une façon transparente à Alger et qu'un juge aurait vraiment le courage de le libérer contre le pouvoir et le régime politique. Voilà la grande différence. Donc nous avons appelé aussi, en tant que militants des droits de l'homme et en tant que défenseurs aussi d'un état de droit en Algérie, à ce que M. Sansal soit jugé d'une façon équitable. Et ça m'étonnerait qu'on puisse le relâcher avec une décision de justice contre le pouvoir politique. Oui, puis pendant la semaine où il a été, c'est pour ça qu'on se pose ces questions, pendant la semaine où il a été kidnappé, enfin en tout cas, personne n'avait de ses nouvelles, comme Abdelwakil Blam par exemple, entre autres. C'est vrai que là, le NTV, la justice algérienne, personne ne répond, pas de ministre, pas de procureur, pas de conférence de presse. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre quelque part. Il y a cette réjouissance de communication, j'ai envie de dire aussi, peut-être pour montrer un certain ton au peuple algérien. En effet, donc c'est le fonds de commerce de ce régime dictatorial en Algérie.
qui est basé sur deux piliers. Le premier étant de cette façade de l'anticolonialisme, mais que nous savons tous que ces personnes même qui se disent anticolonialistes et contre la France, elles sont les premières à envoyer leurs enfants en France pour les étudier. Elles sont les premières à envoyer leurs familles et elles-mêmes à venir se soigner en France. Et il n'y a qu'à regarder par exemple, qui sont les enfants qui sont inscrits au lycée ex-Descartes et maintenant Alexandre Dumas à Alger. Qui sont ces personnes-là? Ce sont des responsables. Il y a beaucoup d'enfants de responsables politiques qui, le jour, elles dénigrent, voire elles insultent la France, et le soir, elles prennent des cours privés pour leurs enfants en français et essaient d'obtenir des visas ou des privilèges pour leur progéniture en France, voire même qu'elles sont déjà propriétaires de biens mal acquis en France. Donc c'est ce jeu de propagande en utilisant bien sûr en utilisant la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne, mais aussi l'autre pilier, c'est celui du terrorisme qui est bien sûr le régime algérien se positionne comme étant le protecteur de l'Occident contre le terrorisme. On va en parler dans un instant, hein, Youssef Amar Hoxha, puisque Abdelmajid Tebboune, selon la revue El Djish, est le porte-parole de l'Afrique, notamment sur le terrorisme. Le NTV aussi, les médias algériens qui, chaque soir, c'est arrivé plusieurs soirs tout au long de la semaine, qui reviennent sur le Maroc, son voisin donc marocain, avec qui on sait que tout est coupé en termes de diplomatie. Alors même si les peuples s'apprécient et s'adorent, en tout cas là-haut, c'est pas le cas du tout. Et vous allez voir ici donc un reportage consacré notamment à la situation au milieu syndical, aux revendications. On en parle juste derrière. استياء من واقع اجتماعي أثقلته الوعود المؤجلة. خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في يومهم الثاني في استجابة واسعة وقوية للإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات المغربية والتنظيمات العمالية. غادي يبان الآثار ديال هذا الإضراب بأنه إضراب ناجحا وكان خصو يكون وخصو يستمر في حالة ما إلا ما كاينش حوار جاد. نحن ننادي الأمانة العامة بالاستمرار في الإضراب. بلغت النسبة ديال النجاح 84.9%، وبقدر ما احنا فرحانين احنا نتألم على البلاد ديالنا. احنا كشعب مغربي خاصنا نديروا يد في يد ونتضامنوا مع بعضياتنا ضد هذه الحكومة هذه وضد هذه القرارات اللي دائما كيصدمونا بهذه القرارات اللي كيخرجوا بها. احتجاجات وضعت المغرب على صفيح ساخن وأثبتت فشل المخزن في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتأزم والوضع الاقتصادي المنهار الذي de la semaine reviennent sur le pouvoir d'achat, des reportages aussi autour des médecins, de la situation des médecins au Maroc, hein, alors qu'on le rappelle maintenant depuis plusieurs mois, les médecins, les étudiants médecins, donc grévistes, donc sont en place en Algérie, tentent de revendiquer. D'ailleurs, leur porte-parole, hein, le jeune Sharaf, donc est en mandat de dépôt depuis le week-end dernier, depuis le 28 janvier, si je ne me trompe pas. Docteur Heresh, pareil, en termes peut-être de couverture médiatique, on peut dire ici que c'est une bonne guerre, mais on a à la fois des médias aussi. Alors on sait que les médias, alors pour certains, vous allez peut-être me dire l'inverse, mais sont tout de même orientés, dirigés. On sait comment les choses sont écrites et doivent être dites avant de passer à l'antenne. On a une série de reportages depuis maintenant plusieurs jours autour du Maroc, alors qu'il y a tant de sujets à faire et à mettre au sein du JT, parce que en Algérie, il y a des difficultés, la santé, la littérature, l'écriture, mais aussi l'éducation, entre autres, le sport. Comment aussi vous analysez un peu cette façon de faire, de communiquer? Vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire c'est de bonne guerre. On retrouve exactement les mêmes émissions dans les médias marocains. C'est-à-dire, ils s'attaquent effectivement à l'Algérie, ils mettent en avant un certain nombre de problèmes que vivent les Algériens. Et donc là, c'est la réponse du berger à la bergère. Les médias algériens, effectivement, mettent en avant tout ce qui
se présentent comme des difficultés à la fois politiques, économiques, sociales, ainsi de suite au Maroc. Donc, ce que je peux dire... Mais il pourrait y avoir les deux à la fois. Il pourrait y avoir peut-être... On pourrait comprendre que c'est de réponse du berger à la bergère, mais il pourrait y avoir les deux. On pourrait avoir ce genre de sujet si le rédacteur en chef le décide, mais derrière, on pourrait aussi avoir des vrais sujets neutres sur ce qui se passe en Algérie, sur les haragas, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des choix qui sont faits arbitrairement et les choses sont tout de même cachées. On essaye peut-être de donner des leçons aux autres et ne pas se préoccuper de ce qui se passe devant notre porte. Vous parlez des rédacteurs en chef, mais malheureusement, ils n'ont aucune espèce de pouvoir, ni en Algérie, ni au Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, si les médias algériens mettent l'accent sur ce qui se passe au Maroc, c'est parce qu'effectivement, il y a une tension géopolitique au niveau régional, notamment le triangle des Bermudes, Algérie, France, Maroc. Et donc, chacun y va évidemment de son point de vue et on met en avant ce qui ne va pas chez le voisin. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est ce qui se passe un peu partout, y compris en Europe. Là, par exemple, quand on voit les médias hongrois par rapport à l'Allemagne ou la France, et la France, l'Allemagne par rapport à ce qui se passe en Hongrie, ou dans les pays justement qui ne suivent pas l'axe Berlin-Paris, on retrouve exactement les mêmes guerres médiatiques. Sauf que au Maroc et en Algérie, il y a un fait aggravant, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression, du moins véritable, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Les médias sont à la solde des pouvoirs respectifs. Au Maroc, il y a plusieurs dizaines de journalistes en prison. Comme chez nous aussi, il y en a eu qui sont passés par la case prison. Donc, il n'y a aucune leçon à donner ni à recevoir des deux côtés. C'est totalement réciproque et c'est de bonne guerre. Sauf que, quand même, il faut reconnaître que le Maroc, ces derniers temps, ont eu des positions d'un point de vue géopolitique, pas seulement maladroites, mais carrément fautives. Je veux dire, s'acoquiner avec un pays génocidaire, à accepter des relations normales avec un État génocidaire, je pense que ça pose quand même problème. Et je pense que le Maroc, d'ailleurs, commence à en payer les frais et il les payera encore plus. On voit très bien le retour de Donald Trump au pouvoir qui avait justement mis sur le plateau géopolitique la reconnaissance d'Israël et la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. On a bien vu que dans la réalité, cette question n'est pas passée au Congrès américain et de retour, Donald Trump n'en parle même pas et il n'est pas du tout impossible qu'il fasse marche arrière. Et donc, le Maroc va perdre énormément là-dessus dans la mesure où il est allié quand même d'une puissance qui est mise à mal dans le monde entier et qui viole le droit international. Donc, dans ce cas-là, le fait aggravant est beaucoup plus du côté marocain qu'algérien, mais cela ne pardonne pas, évidemment, le pouvoir algérien qui, malheureusement, ne laisse pas son opposition s'exprimer, ne laisse pas les journalistes faire normalement leur travail et souvent, effectivement, sont beaucoup plus dans la propagande, sont dans la désinformation même, mais dans un équilibre géopolitique. Moi, personnellement, en tant que militant à Mazir, je préfère être kabyle en Algérie que Rifin au Maroc. Restez avec nous, docteur Hiresh. Youssef Ammar Khoja, alors si on occulte un peu cet élément de bonne guerre où on se répond les uns aux autres, nous, ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est, voilà, on essaye peut-être de montrer ou de donner des leçons, mais à la fois, on ne couvre pas les événements qu'il faut. Il y a plusieurs sujets qui sont totalement, pas oubliés d'ailleurs, ignorés, qui sortent totalement des conférences de rédaction des médias algériens. Il y a
plusieurs sujets. D'abord, les médecins, vous parliez de l'affaire Bouadem Sansal il y a quelque temps. Les médias auraient pu aussi en parler. Comment vous analysez cette sortie? Et dans quelques instants, Hassan Helaj nous parlait effectivement de la position marocaine vis-à-vis de l'État d'Israël, mais pour une première, et j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, Abdelmadjid Tebboune a parlé d'État d'Israël, n'a pas parlé d'État sioniste donc au quotidien L'Opinion, et il a même du mal à se positionner face à la sortie de Donald Trump qu'on va écouter dans quelques instants. Youssef Amal-Khoja. Donc je reviens justement sur la décision de Donald Trump déjà dans son premier mandat. Vous remarquez que l'Algérie n'a pas dit un mot à ce sujet, alors que la question du Sahara occidental est un pilier de la politique étrangère, soi-disant, du régime algérien. Et quand Donald Trump a décidé, c'était vraiment l'acte principal pour enclencher sur les accords d'Abraham et toute la série de reconnaissance de l'État sioniste. Donc, quand on voit par exemple les réactions pratiquement épidermiques du régime algérien vis-à-vis par exemple de l'Espagne et puis après de la France, alors que le déclencheur était M. Trump quand il a reconnu la marocanité, ce qu'il disait, la marocanité du Sahara occidental. Alors qu'à ce moment-là, nous nous rappelons pertinemment que j'ai rien lu du pouvoir algérien contestant cette décision. Et en même temps, j'ai entendu Dr Helaj qui disait que peut-être M. Trump pourrait revenir sur cette décision. Impossible. D'ailleurs, ce que nous allons voir, c'est encore pire, parce que là, les récentes déclarations de M. Trump, c'est vraiment pour encore encourager la colonisation de la Cisjordanie en Palestine, et voire plus. Donc, on va l'écouter, Youssef Amal-Khoja. Comme le temps passe, on va écouter Donald Trump, bien évidemment, sur son nettoyage ethnique. Mais ce qui m'intéresse derrière vraiment, c'est d'avoir aussi votre analyse. Comment peut-on expliquer que le président algérien, qui pour la première fois d'abord n'a pas parlé d'un État sioniste, mais d'un État d'Israël il y a quelques jours, chez certains confrères de presse étrangères, notamment françaises, L'Opinion pour ne pas le citer. Et puis, et là, sur cette réponse, vous allez voir, qui dit clairement, mais dans l'état d'esprit du président américain, il ne parle pas du peuple palestinien. Je voudrais qu'on écoute cet extrait et que vous nous donniez votre avis. Quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec les États-Unis sous la résidence de Donald Trump? Nos relations sont restées bonnes avec tous les différents présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Un dossier risque tout de même d'être source de tension, celui de Gaza, que Donald Trump dit vouloir nettoyer de sa population. L'expression est malheureuse, mais, dans son esprit, il ne s'agit pas de la population palestinienne qui a toujours eu des soutiens en Europe, dans le monde arabe, en Afrique. C'est l'enfer là-bas, l'un des pires endroits sur Terre. On peut leur construire quelque chose de mieux dans un autre pays, peut-être en Égypte, en Jordanie ou ailleurs. On peut leur construire 4, 5 ou 6 zones, pas forcément une seule, mais une belle ville où ils pourraient vivre et non mourir. Parce qu'à Gaza, c'est sûr, ils mourront. Ça recommencera encore et encore. Ils n'y ont connu que la mort et la destruction. Voilà, Youssef Amal-Khoja, je continue avec vous, bien évidemment. On parlait du Maroc il y a quelques instants, mais hier, les Marocains ont eu le droit à manifester pour soutenir le peuple palestinien, même si le Maroc reconnaît l'État d'Israël. Mais comment vous expliquez tout de même qu'un président algérien parle d'un État d'Israël et ne parle plus d'un État sioniste, faut l'expliquer, vous avez certainement des éléments. Et puis alors là, cette réponse, on aurait pu voir un président algérien de devenir hors de lui en dénonçant ce nettoyage ethnique, alors que là, devant Donald Trump, il est tout gentillé, il est timide, il a du mal réellement à assumer. Alors, est-ce que c'est un pouvoir qui instrumentalise la cause palestinienne, parce que les Algériens, ils en entendent, il en faut d'ailleurs, il faut la soutenir, cette cause. Youssef Amal-Khoja.
Bien sûr, il y a un discours de propagande pour la consommation intérieure aux Algériens, malheureusement, mais nous savons que le régime algérien n'a jamais été, depuis l'accession de Bouteflika au pouvoir, nous avons vu que la politique algérienne a été de plus en plus ambiguë vis-à-vis d'Israël. Nous avons vu que M. Bouteflika avait discuté avec M. Ehud Barak, donc le premier ministre israélien du moment, que lors des funérailles du roi Hassan II en 1999. Et puis tout de suite après, nous avons vu même une délégation algérienne aller en visite en Israël. Et puis après, donc en 2012, toujours sous le règne de Bouteflika, il y a eu une réunion de l'OTAN au sein de l'OTAN où des généraux algériens, notamment Gaïd Salah, qui étaient réunis juste à côté des représentants de l'armée israélienne. Donc ça a commencé depuis longtemps déjà. Donc on se demande quelles sont les choses que cache le régime algérien au peuple algérien au sujet d'Israël. Et vous avez vu que récemment, le fait que le président a changé d'élément de langage depuis le fameux l'entité sioniste jusqu'à maintenant parler d'Israël et accompagné d'un tambour de certains médias qui ne citent plus El Kayan Soyoni, l'entité sioniste, mais maintenant on parle d'Israël. Cependant, sur soi-disant la critique timorée des déclarations scandaleuses et criminelles de Donald Trump au sujet de continuer d'encouragement du génocide des Palestiniens par l'armée sioniste en Palestine, ça c'est une honte pour l'Algérie, le fait qu'on est en train de céder sur les principes même les fondements de la révolution algérienne du 1er novembre, qui est la République algérienne, et a un principe non négociable. Ça n'engage que le pouvoir, hein. Ça n'engage que il faudrait peut-être, rappelons quelques repères historiques des actions d'Israël contre les Algériens. Durant la guerre d'indépendance, Israël a refusé, a été contre l'indépendance de l'Algérie aux Nations Unies à plusieurs reprises, mais aussi elle avait envoyé des agents de renseignement et même des soldats soutenir les parachutistes et les agents de renseignement français de la France coloniale contre le FLN et l'ALN lors de la guerre d'indépendance. N'oublions pas les centaines de militaires algériens qui sont tombés en 1967 lors de la guerre de Kippour, et des centaines d'Algériens, et nous ne parlons pas aussi d'armes importantes comme les MiG-23 et les MiG et les Sukhoi que nous avions perdus lors de ces deux guerres en 1967 et en 1973. Donc nous avons déjà du sang entre nous, entre l'État sioniste et l'Algérie. Notre mémoire doit être ravivée. Pourquoi le régime algérien ne rappelle pas ces éléments, ces repères historiques qui sont très très importants? Ils sont très importants, ils sont fondateurs de la République algérienne. Donc ce sont là des choses que le régime algérien est en train de vendre, de céder face aux menaces trumpistes, aux menaces d'une jungle internationale, alors que nous devons au minima, c'est-à-dire le minimum syndical, respecter les résolutions des Nations Unies et revenir sur, par exemple, au minima sur les accords de 1900, sur le plan de 1967, c'est-à-dire de revenir sur les frontières de 1967 et la solution des deux États, par exemple. Je reviens à vous, docteur Hiraj. Vous avez entendu ici d'abord les éléments apportés par Youssef Amar Khoja, mais avoir votre analyse, c'est vrai que
s'il y a bien un pays, en tout cas dans les sorties, dans les annonces, dans les priorités, etc., qui parle de la Palestine, c'est bien l'Algérie. En l'occurrence, là, depuis quelques jours, on a tout de même, alors, même si ce pays se dit assez puissant, stable, porte-parole, etc., mais comment vous analysez ce gentillet président devant Donald Trump, puis aussi cette sémantique État d'Israël et non État sioniste, comment vous analysez la position du président algérien, qui ne représente pas tous les Algériens, bien évidemment? Loin de là. Vous savez, on a toujours critiqué le pouvoir algérien d'être psychorigide, d'être radical, d'être dans les excès, ainsi de suite, et d'avoir placé la Palestine comme étant l'alpha et l'oméga des relations internationales avec l'Algérie. Je pense que justement aujourd'hui il y a un frémissement, je veux dire il n'y a pas un changement de cap sur cette question-là. En tout cas moi personnellement mais pas sur un nettoyage ethnique, docteur Hiraj, oui, vous qui écrivez, vous qui lisez sur un... Je vous en prie. Bien sûr. Je ne sais pas si vraiment la question lui a été posée sur le nettoyage ethnique. Oui, je ne crois pas, parce que le journal L'Opinion lui-même ne parle pas de nettoyage ethnique concernant la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Maintenant, ce scandale, c'est évidemment ce génocide en cours et qui est éventuellement aussi programmé aussi, un autre qui serait programmé, est un crime qu'on ne peut pas accepter. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ce frémissement est dû aussi à l'arrivée de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le commandant de l'Africom, Michael Langlais, je crois. Exactement, qui est venu et qui, dans sa déclaration, avait même dit que l'Amérique avait la même vision sur le Sahara occidental que l'Algérie. Donc c'est une déclaration aussi qui, de mon point de vue, est un rétropédalage de la part de la position américaine. Donc concession pour concession. Donc en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être une des raisons qui fait que Abdelmajid Tebboune n'a pas utilisé le langage radical qui est dans le verbatim habituel des pouvoirs politiques et médiatiques en Algérie. Donc, est-ce qu'il faut s'en offusquer? Je crois que ce serait trop prématuré d'attaquer sur ce point-là, dans la mesure où l'Algérie reste encore un soutien quand même important pour les Palestiniens. Elle est en train de changer parce que la Russie est affaiblie, et puis ce n'est plus l'URSS pendant laquelle l'Algérie était sous son abri. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est essentiellement l'intérêt national qui est en jeu. Donc, on est en train de se rendre compte de plus en plus, justement, que les groupes géopolitiques, en réalité, chacun travaille pour soi. On le voit en Europe, on le voit pour les BRICS, on le voit dans tous les regroupements de pays, on le voit avec la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de raison que l'Algérie reste campée sur des positions qui, justement, devaient être changées et qui, peut-être, vont changer avec ce petit frémissement, encore une fois. Petit frémissement, vous dites, il y a certains pays aujourd'hui qui sont prêts qui dénoncent vraiment les propos. Enfin, aujourd'hui, c'est même pas des propos. C'est très grave ce que propose ici Donald Trump. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre Mais il faut savoir aussi que l'Algérie a besoin de l'Amérique. Elle a besoin de l'Amérique, que ce soit sur le dossier du Sahara occidental. Parce que, évidemment... Mais sur le Sahara occidental, n'oublions pas que l'Algérie a toujours dit qu'elle n'était pas spécialement la première concernée. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle en fait un gros... Et ce dossier est important.
Mais derrière aussi la question qui se pose encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas aussi instrumentalisation? Est-ce qu'il n'y a pas réellement d'autres dossiers qui concernent vraiment les Algériens? Rapidement, une dernière question pour vous deux qui est liée un peu à ce positionnement, ce frémissement, vous dites, hein, docteur Hiresh, mais on a tout de même, cette semaine, la revue Adjidj, voilà, qui parle quand même d'un pays unificateur en Afrique, un pays qui unifie les rangs, qui unifie les pays africains, un président porte-parole de l'Afrique, notamment autour du terrorisme, mais à la fois on a ces frémissements, ces positions instables, ces sorties et ce pays qui a du mal à se positionner réellement, d'où parfois ces crises, ces conflits, ces radicalités à ne plus avoir d'échanges avec plusieurs pays que j'ai cités tout à l'heure. Ils sont plus nombreux. Youssef Amal Khoja, une réaction sur cette Algérie si puissante qu'elle le dit, mais qui a du mal parfois à se positionner face à certains monstres comme Donald Trump aussi. Malheureusement, donc, elle n'est même pas capable le régime algérien, je veux dire, n'est même pas capable de se positionner par rapport à un petit pays comme les Émirats Arabes Unis, alors qu'il y avait des déclarations, il y avait même des faits avérés qu'avait coûté le poste à un ministre de la communication. Vous vous rappelez de l'affaire des espions émiratis qui espionnaient pour le Mossad en Algérie, à Alger. Donc voilà un tout petit pays qui est bien enraciné dans l'économie algérienne et dont le régime algérien ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et que dire des États-Unis? Les États-Unis, donc la première puissance mondiale. Mais les principes il y a le pragmatisme, bien sûr, que nous pouvons suivre, mais le minimum, comme je disais tout à l'heure, c'est de rester sur les positions classiques, de rester sur les positions qui sont aussi défendables, parce que on ne négociez jamais ce qui vous revient de droit. C'est le principe, par exemple, de respecter les résolutions des Nations Unies, de respecter ce qu'on appelle le plan Abdallah qu'avait signé l'Algérie et la plupart des pays arabes pour revenir sur le principe de la terre contre la paix et revenir aux frontières de 1967 en Palestine. Donc tous ces principes-là que l'Algérie est en train de brader, de reculer. Donc c'est une véritable c'est une véritable débandade de la politique étrangère algérienne. Et tout ça revient toujours à la légitimité populaire. Donc quand un gouvernement et des politiques n'ont pas de légitimité, n'ont pas de socle populaire, elles ne peuvent pas affronter, elles ne peuvent pas produire des politiques étrangères fortes. Une analyse qui revient. Voyons des peuples qui ont pu s'exprimer et porter à la tête de leur nation des gens compétents et les soutenir. L'exemple de la Turquie parle fortement, qui est devenu une parole qui porte dans le monde, parce que le gouvernement turc est soutenu par le peuple turc. C'est malheureux de voir qu'un grand pays comme l'Algérie ne peut pas avoir ce positionnement, même sur des questions régionales, n'en parlons pas sur des questions mondiales. Et oui, en Turquie, les élections ont eu lieu avec une forte participation. Effectivement, cette question, elle est importante aussi, la légitimité intérieure, Hassan Hiresh, pour pouvoir aussi s'imposer, être crédible, parce que souvent, les États du monde entier regardent peut-être ce pouvoir algérien avec ce degré d'illégitimité, cette fragilité, un peuple qui ne suit plus, qui n'a plus confiance en la politique du pouvoir actuel. Les derniers mots avant de se quitter, docteur Hiresh. Il va de soi que s'il y avait, on va dire, ne serait-ce qu'une ambiance démocratique, c'est-à-dire un minimum de liberté. Je veux dire, on est dans une situation, malheureusement, où on interdit même des maisons d'édition, on interdit des cafés littéraires, des choses comme ça. Il est évident que la démocratie est un soft power. Mais cela dit, l'Algérie, pour le moment, l'Algérie officielle, garde le cap et a réussi quand même un tour de force
qui est de garder pour le moment l'équilibre entre Moscou, Pékin et Washington, ce qui est évidemment n'est pas rien, extrêmement important dans la configuration d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai toujours plaidé pour un axe, le cap Alger, Paris, Bruxelles. Je pense que d'un point de vue géopolitique, géographique, économique, etc., c'est l'axe qui serait le plus opérant pour l'Algérie, sans évidemment négliger Moscou, Washington et Pékin. Mais aujourd'hui, l'Algérie n'est pas encore ce qu'elle dit, mais elle a le potentiel. Il ne faut pas oublier que la géographie, c'est important dans la géopolitique, et l'Algérie va jusqu'aux confins de l'Afrique. Elle a une expérience effectivement dans la lutte antiterroriste, et c'est une des raisons pour lesquelles elle est courtisée aussi bien par les Américains que par les Européens. Donc il faut aller dans ce sens, mais on ne peut pas réussir ce cap-là si il n'y a pas une démocratisation en Algérie, qui est un véritable soft power, parce que l'Algérie est une république, elle ne peut pas fonctionner comme une monarchie, elle ne peut pas fonctionner comme le Makhzoun, comme les Émirats, comme les royaumes, ainsi de suite. Voilà. Merci, docteur. Alors, une république, pas pour tout le monde, hein, justement. C'est un mot qui revient souvent, qui dit république, dit démocratie. 15 secondes, Youssef Ahmad Khoja, je vous ai vu un peu tiquer de la tête. Vous vouliez réagir très rapidement sur ce que vous venez d'entendre? J'entends que l'expérience comme quoi l'Algérie est un prototype de la guerre contre le terrorisme. Je rappelle que ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, cette réussite a coûté de 200 000 à 250 000 de vies d'Algériens et d'Algériennes. Et ce n'est pas, c'était, comme disait Abdelhamid Mahri, c'était de la violence politique qui a été provoquée par l'arrêt forcé, armé, d'un processus électoral qui aurait dû éviter toute la tragédie en Algérie. Et j'espère que maintenant on ne fera plus ces erreurs et qu'on laissera l'Algérie libérer tous ses enfants, et notamment les détenus d'opinion et politique, tous sans exception. Merci, effectivement, cette période était importante. 60% des Algériens sont allés voter aux législatives en 91. Le deuxième tour a été annulé. Hassan Hiresh Slimanaz, blessure et résilience. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Youssef Ahmad Khoja, merci pour votre présence. Dans quelques instants, mon ami confrère Djamaldine Benchenoub, juste derrière, avec Salim Salhi, si je ne me trompe pas. Et demain soir, le plaisir de retrouver Nassa Djoudi. Bonne soirée à tous.